Allez, salut à tous, c'est Ricola du 38. Yo la famille, bien, wesh. Comment ça va? Non, salut, c'est Ricola. Donc aujourd'hui, bienvenue. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. J'ai mis un petit fond sonore sympa derrière. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai une bronchite. Ça part pas. Ça part pas, je sens que je vais mourir. D'ailleurs, c'est une vidéo annonce. Je pars, je m'en vais. Aujourd'hui, je vais léguer ma voiture. Alors, on va commencer cette vidéo pour parler d'une chose chère à mon cœur. Et cette chose, je pense que quand on entend de la musique comme ça et que on lit ce qui est écrit ici, on évidemment ne peut que se poser la question, mais mon Dieu, de quoi va-t-il parler? Mais j'ai reçu une question parce que sur mon Discord, en fait, je demande à la communauté de me poser entre guillemets des questions, des projets de vidéos, des sujets pour faire des vidéos, pour parler avec eux, et plus longuement que en écrit sur Discord avec 2-3 messages et tout. Moi là, ça me permet de répondre vraiment longuement, tranquillement, et de pouvoir poser un débat, un échange, et même avec des gens qui sont pas du Discord et qui pourraient être d'accord, pas d'accord avec moi. Je trouve ça plus sympa. Puis moi, ça me fait parler. Ça me fait passer le temps aussi. Et puis dans mon combat contre la maladie, ça m'aide à tenir le choc mentalement et physiquement, quoi. Donc, petite question de Amedashi. Tiens, Rico, comment as-tu découvert Doom? Ce que tu as ressenti à ce moment, et parmi ceux que tu as déjà joué, lesquels sont sur le podium de tes préférés? Alors, vaste blague, vaste blague, vaste question. Pour répondre à ça, je pense qu'il faudrait que je commence déjà par souligner où est-ce que j'ai commencé avec Doom. Aussi loin que je me souvienne, et peut-être ça sera le même cas pour des joueurs de ma génération. J'ai 37 ans, je suis né en 1989. Je sortirai pas ma carte d'identité, mais véridique. Et du coup, oui, je sais, je les fais pas. Je fais très jeune, mais c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit partout. Et mais vous faites bien jeune, ça veut dire quoi? Donc 1989, 37 ans, et j'ai connu Doom. Le plus lointain souvenir que j'en ai, c'est que je l'ai offert à un pote à moi sur PlayStation, sur PS1. Et c'était Doom 2, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était Doom 2. Je pense pas que c'était Doom tout court, je crois que c'était Doom 2 qui était sorti sur PS1. Il faudrait que je fasse juste une petite recherche, mais normalement c'est Doom 2. Hein. Voilà. Alors plusieurs fois, je suis désolé, je vais faire des... ou peut-être Final Doom, tu vois. Peut-être Final Doom. En bref, ça devait être quoi? Ça devait être le premier Doom avec des ajouts en plus, non? Ou... ou un truc du genre. Et il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'est Final Doom. Je pense que ça devait être une version PS1. C'est un jeu de tir à première personne qui utilise le moteur du jeu, les objets et les personnages de Doom 2. Il est constitué de 2 mégawatts. Donc les mégawatts, c'est des fichiers de level Doom. Donc des points WAD, ce qu'on appelle WAD. Donc contenant 32 niveaux. TNT évolution principalement. Et Plutonia Experiment. D'accord, ok. Donc je vois tout à fait ce que c'est. C'est juste dur.
Bref, donc il me semble que j'avais offert ça à un pote à moi. Et j'en ai un vague souvenir de le voir jouer sur PS1. Et moi aussi d'y avoir joué à la manette. Mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Quand je l'ai eu dans les mains, je me suis pas dit waouh, quoi. Waouh! Ça m'a pas. Moi, j'étais plutôt joueur de jeux à la troisième personne à une époque où les open world n'existaient pas spécialement avec la PS1, mais où on avait des débuts d'open world un peu à la GTA 2 ou ce genre de choses-là. On commençait à avoir un petit peu des mondes ouverts à travers des gros levels, des gros trucs comme ça, mais c'était plus de la plateforme, de l'action, ce genre de jeu-là dont je me souviens le plus pour la PS1, mais pas de FPS à la manette, quoi. Et moi, là où j'ai démarré, en fait, en termes de first-person shooter, donc de FPS, ça a été avec des jeux comme Duke Nukem et Shadow Warriors. Pourquoi ? Parce que c'est ceux que j'avais trouvé le plus facilement grâce à des freeware et des shareware. Donc c'est-à-dire à des versions tronquées de ces jeux-là, où sur peut-être, je dis une bêtise, 32 levels, on avait que les 5 ou les 10 premiers levels. Voilà. Et du coup, tu te suffisais de ça, et tu te disais, j'ai quasiment un jeu complet à ma portée, et c'est pas mal pour en découvrir les tenants et les aboutissants, quoi. Mais toi, à l'époque, quand t'es jeune, tu te poses pas la question de savoir si le jeu contient 64 levels, si le jeu il est complet, pas complet. Toi, en fait, quand tu l'achètes dans les magazines de jeux vidéo, de presse magazine jeux vidéo, et que on te vend des CD remplis de freeware et de shareware, toi, quand t'es jeune, tu comprends pas ce que ça veut dire, ces termes-là. Tu te poses pas nécessairement la question. Toi, ce que tu vois marqué, en gros, c'est jeu gratuit. Jeu gratuit, 60 jeux gratuits dans ce CD-ROM, vas-y, achète. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait pendant une longue période. Et c'est comme ça que j'ai découvert des jeux comme... j'ai en tête Techno Prisoners, mais bon, lui était complet. Et c'était pas un FPS, mais c'est celui qui me revient direct. Duke Nukem, Shadow Warriors, et plein d'autres aussi. Mais j'ai commencé par là, moi, en fait. C'est-à-dire des FPS pas complets. Voilà. J'ai joué à d'autres FPS entre ce moment-là, donc c'est-à-dire le moment où on m'a offert mes premiers PC et où j'ai découvert aussi de l'internet, etc. J'avais une préférence ensuite prononcée pour Quake 3 Arena, que j'avais découvert dans un cybercafé. Il y a une anecdote très drôle. Quand je jouais en cybercafé, ma première partie de Quake 3 Arena, je jouais contre des bots, et les bots étaient tellement bons, tellement vifs, tellement rapides, le gameplay était tellement bon, parce que c'était du fast FPS, que en fait, je me suis levé de ma chaise, je me suis fait tuer, je me suis levé de ma chaise, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, mais qui c'est qui m'a tué, quoi, ici, quoi. Et en fait, peut-être 5 minutes ou 10 minutes après, je me suis dit, mais merde, c'est l'ordinateur, quoi. Waouh, quoi. J'avais été stupéfait de l'intelligence artificielle, déjà de 1, qui était bonne. De... Alors moi, à l'époque, je n'appelais pas ça un fast FPS, j'appelais ça juste un jeu de tir rapide, un FPS rapide. Donc j'avais pas en tête ce genre de terme, comme on peut dire aujourd'hui, de rétro boomer shooter ou ce genre de choses là. Ça n'existait pas encore. Même le mot fast FPS pour moi n'existait pas encore. Mais j'ai commencé par là. C'est plus de ce côté-là, et du côté Unreal Tournament aussi, où m'est venue
passion entre guillemets pour le vrai FPS, cet amour-là du FPS, violent, passionnel, avec du hard rock en fond, de la musique lourde, du sang, des décapitations, des trucs comme ça. Putain, en le disant à haute voix, je suis un terroriste, quoi. J'adore les décapitations. Et en plus, avec la barbe, tout le monde va croire que je fais partie de... Bon, je le dirai pas au micro, mais c'est un truc de fou. Je te dis, waouh, passionnant. Passionnant de découper les gens au katana. Tirer sur des cochons, des sangliers qui te courent dessus. Et mais bon, bref. Par exemple, alors, Quake 3 Arena était ok pour moi, mais pas Quake. Quake 1, Quake 2, qui étaient des jeux un peu plus d'action-aventure, FPS quand même, j'avais sauté, moi. J'avais totalement sauté. Doom, pareil, j'avais totalement sauté. Donc, donc j'ai passé toute cette vague des entre guillemets 80-90, hérétique, que dalle. Exen, j'ai connu Exen 1. Parce que Exen était disponible sur PS1. Et c'est comme ça que j'ai découvert Exen. Voilà. Et alors là, les gens doivent se dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, certains doivent se dire, mais de quoi il parle alors que le sujet de base, c'est Doom. Le mec est complètement sorti du sujet. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que les vrais connaisseurs de Doom et des créateurs de Doom, de la licence, etc., diront, ok, on voit tout à fait de quoi il parle, on a compris et on sait où il veut aller. Mais pour moi, voilà, c'est la PS1 et les PC de l'époque que j'avais moi, que j'ai connu moi, m'ont permis de découvrir des freeware, des shareware et des jeux PS1 qui n'étaient pas forcément à la portée d'autres personnes ou forcément du grand public. Exen, pour le grand public, c'était un jeu qui était difficile, pas accessible aux enfants, et c'était un jeu qui se retrouvait paumé là, entre guillemets, au milieu de jeux comme Metal Gear Solid, comme Spyro le Dragon, Crash Bandicoot 3. Et puis bon, t'arrives sur Exen, t'as un jeu qui est vachement dur à la manette. Tu sais pas combien de temps ça dure, le jeu est tellement dur. Je crois qu'il n'y avait pas de système de sauvegarde, ou c'était mal foutu, il y avait un truc comme ça. Bref, t'en voyais jamais le bout. Jamais, quoi. Et tu le refaisais en boucle, quoi. C'était infernal. Infernal. Et puis c'était l'époque aussi où Internet était pas en illimité, comme aujourd'hui, en 2026, et où jouer en local avec ses potes ou en multijoueur, il fallait aller en cybercafé et payer je sais pas combien l'heure ou les 2 heures pour pouvoir jouer. Donc ça aussi, c'était inaccessible quand t'étais jeune. Et à la maison, c'était aussi inaccessible parce que tes parents ne voulaient pas te laisser jouer plus de tant d'heures, etc., quoi. Un ami à moi qui a 10-20 ans de plus que moi aurait peut-être un autre discours parce que lui était déjà plus vieux à la sortie, donc il avait d'autres PC et il a connu les Quake, les Doom, etc. Mais j'en parlerai après. Et donc du coup, mon expérience de gamer, pour en revenir à Doom, et que vous compreniez à peu près tout, mon expérience de gamer a fait que j'ai passé ma vie donc à avoir plus de... Enfin, j'ai toujours eu le PC, mais en fond. Après, j'ai enchaîné sur les consoles. Mes parents m'achetaient des jeux vidéo. Moi, ensuite, je m'achetais des jeux vidéo. J'ai toujours gardé le PC à côté comme une deuxième plateforme de jeux vidéo, mais sans vraiment me dire PC Master Race. Je me suis jamais vraiment dit ça. Je considérais le PC comme un truc déjà d'un pour travailler, pour faire des recherches après avec Internet, et puis
pour avoir des jeux gratuits, des films gratuits, etc. Bref, je pense qu'on est tous pareils au niveau de ma génération, les trentenaires, je pense qu'on est tous à peu près pareils sur ça, quoi. On a connu on a connu pas l'internet, on a connu l'internet payant, et on a connu l'internet payant mais illimité. Et la fibre maintenant, etc. Bref, j'ai l'impression d'être un vieux con quand j'en parle. Mais il y a quelques années de ça, alors je sais pas à combien de temps ça remonte maintenant, on est en 2026, mais voilà. Le 10 décembre 2018 est sorti un jeu qui, pour moi, a, entre guillemets, révolutionné ma vie. Ce jeu, c'est Dusk. Donc développé par, alors je vais mal le dire, je suis désolé, par David Ziemensky. Non, je crois que je l'ai bien dit. Donc le papa aussi de, je crois que c'est Iron Lusk, si je dis pas de bêtises aussi. Parce que d'ailleurs un YouTuber a fait un film sur ça. Il faut que je cherche. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, le truc est là, mais... donc, du coup, je découvre Dusk, et je vois marqué FPS, avec des graphismes rétro, old school, et ça me semble correct, visuellement et tout. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas? C'est pas excessivement cher. Et à l'époque, je me rappelle, je l'avais pas acheté. Je l'avais téléchargé illégalement, j'avais téléchargé... je crois, le premier épisode complet illégalement. Et j'avais trouvé le jeu excellent. Et je me suis dit, le jour où le jeu sortira complet, je l'achèterai. Parce qu'il me semble plus que correct. C'était fluide, d'une fluidité totale. C'était d'un gameplay extraordinaire. De par la fluidité, c'est un très bon FPS. Bon, l'histoire, on en avait rien à foutre. Mais... les ennemis étaient bien designés, les armes aussi. Enfin, pour moi, en fait, ça m'a révolutionné le genre du FPS. Et j'ai retrouvé une partie de mon enfance que j'avais clairement perdue. Et puis la prise en main clavier-souris, j'avais pas retrouvé ça depuis Quake 3 Arena, en fait. Cette rapidité d'action, cette manière d'être instinctif vis-à-vis de ce qui m'arrive en face de moi, vis-à-vis de mon appréhension des levels, des pièges, des ennemis, des armes, tout se faisait de manière automatique et instinctive. Et rapidement. Et en fait, ces mots-là, il faut bien les ingérer, parce que c'est ce qui fait principalement la force de ça. Vraiment, j'insiste sur ça, quoi. Parce que... et je vais encore détailler plus loin, aussi, jusqu'où ça va et pourquoi ça doit se vouloir nerveux, rapide, puissant et métal. Surtout, quoi. Surtout métal, quoi. Donc je me redécouvre dans Dusk, et je redécouvre une partie de mon enfance perdue là-dedans. S'ensuit... par la suite, une pléiade de jeux avec le studio New Blood, donc qui prend en charge le créateur de Dusk et d'autres créateurs pour créer des boomer shooters. Donc, alors, ce qu'on appelle maintenant des boomer shooters, c'est-à-dire des jeux qui vont cibler les trentenaires jusqu'à peu près à des mecs qui ont 50 balais, voire plus. Donc c'est-à-dire des gens qui ont connu ce mode de jeu freeware, shareware, et qui ont connu cette époque des jeux Duke Nukem, Doom, Quake, Unreal, tous ces gens-là qui ont connu cette vague de jeux rétro old school, et qu'on va appeler maintenant des boomer shooters,
parce que, entre guillemets, nous avons vieilli, nous sommes devenus les boomers, et, entre guillemets, nous avons aussi, de par cet esprit-là, une envie. Enfin, je parle peut-être pour beaucoup de gens, et c'est peut-être pas le cas, mais je pense que la conscience collective fait que on a tous été à la recherche au bout d'un moment de cet état de fait, de se dire merde, on a perdu notre enfance, notre adolescence quelque part. Alors moi, ça a été dans la vague américaine, skateboard, californienne, punk rock, etc. Je me suis perdu là-dedans. Et en fait, je pense qu'on est arrivé à retrouver notre enfance et cette, entre guillemets, cette violence qu'on n'avait plus là-dedans. Dans ces boomer shooters, ces fast FPS, ces fast rétro FPS old school, fait de manière à l'ancienne, avec des graphismes à l'ancienne, avec des armes à l'ancienne, un visuel très important, le visuel, un visuel à l'ancienne. Tout ça a fait que ça a amené une pléthore de jeux de FPS très rapides, très forts, très puissants, et c'est comme ça que du coup j'en suis venu à me poser la question parce qu'aussi je travaille dans la culture, mais de me dire mais la conservation du jeu vidéo c'est cool, c'est bien, mais ok, il y a eu Dusk, ok, il y a eu Ultra Kill, ok, il y a eu Amidevol, ok, il y a eu d'autres trucs, mais tout ça, ça vient de où? Ça vient de Quake, ça vient de Doom, ça vient de tout ça, mais moi, je les ai jamais fait tout ça, quoi. Pourquoi je les ferais pas? Voilà. Et la chance que j'ai eue aussi, grâce à ces gens-là, à New Blood, à Night Dive Studio, et sûrement à d'autres que je cite pas parce que j'ai oublié, et que je remercie du fond de mon cœur, mais tous ces gens-là ont permis de ressortir tous ces anciens jeux, donc des années 70, 80, 90, sur nos plateformes actuelles, nos PC actuels, avec nos résolutions d'écran actuelles, même en widescreen et compagnie, prises en charge. Et franchement, tout est jouable, quoi. Donc c'est juste la folie, quoi. Vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas l'habitude de jouer à ces jeux-là. Mais nous, voir des jeux qui datent d'aussi longtemps, revenir sur des plateformes actuelles, être fait en remake avec des graphismes entre guillemets actualisés, tout en gardant l'aspect et la fraîcheur de l'époque du jeu, mais de nouvelles options graphiques, une prise en charge des écrans, large ou pas, etc. Enfin bref, les sons, les musiques refaites, etc. Il y a tellement de choses qui sont passionnantes à voir au niveau de la conservation. C'est-à-dire comment on peut arriver à prendre une œuvre qui a été abandonnée du grand public et à la réhabiliter pour que la jeunesse actuelle arrive à la redécouvrir, à l'apprécier et à se dire mais putain, c'était bon quoi ce qui était sorti à l'époque quoi. Voilà quoi. Et on n'en change pas la teneur principale. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que ce ne sont pas de simples reboots ou remake bas du front quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est un très mauvais exemple que je vais citer, mais c'est pas Dune David Lynch et Dune Villeneuve. C'est pas ça, en fait. Là, vraiment, on change pas les personnages, on change pas le visuel, on change pas tout l'attrait en général. Là, vraiment, on prend le jeu et on le transpose à notre époque pour que ça soit jouable et que ça soit aussi beau et aussi fluide que les titres qui sortent actuellement, qui sont créés actuellement, des fast FPS qui sont créés actuellement, et qui passent pour d'anciens jeux d'époque. Donc les mecs vont chercher d'anciens jeux d'époque pour qu'ils ressemblent aussi aux jeux actuels. C'est complètement dingue, mais c'est génial comme idée.
C'est totalement fou et ça permet de ressortir toute une vague de FPS qui avait été totalement oubliée et des modes de jeu aussi qui avaient été totalement oubliés et qui pourraient donner à comment ça s'appelle, à une vague de créateurs, de modeurs, des idées et de nouvelles passions qui pourraient émerger chez certaines personnes, quoi. Voilà. Dont moi, ça m'a fait émerger une véritable passion pour le fast FPS, pour le FPS rétro et pour la conservation du jeu vidéo dans ce sens-là, quoi. System Shock et j'en passe. Pour en revenir à Doom, parce que c'est le sujet qui nous intéresse et la question qu'on m'a posée, mais je suis content d'avoir parlé de tout ça parce que ça me permet vraiment d'aborder Doom comme je le souhaite. Quand j'ai voulu jouer à Doom et tout faire, vraiment, parce que moi, quand je suis quelqu'un qui démarre un truc, j'ai envie de tout faire, d'une traite. J'en démords pas, je fonce, quoi. Voilà. Pardon. Quitte à ce que ça m'épuise, je m'en fous, mais d'une traite. J'ai mon meilleur ami, qui est le parrain de mon fils, il se reconnaîtra. Et du coup, je pense à lui avec beaucoup de beaucoup de nostalgie. Il est pas mort, hein, mais il est pas mort, le pauvre. Mais je pense à lui avec beaucoup, allez, on va le dire, avec beaucoup d'amour, parce que sans lui, je pense qu'il y a une grosse partie de ce que j'aime actuellement et de ma vie qui n'existerait tout simplement pas, en fait. Et de par son ancienneté, de par ses connaissances en informatique et de par sa manière d'avoir abordé le jeu vidéo pendant son adolescence et pendant le reste de sa vie, a fait que toutes les choses que lui a connues à son époque et que moi je ne connaissais pas, je les ai découvertes sur ma trentaine, en fait. Là où j'aurais dû les découvrir moi, à peut-être 12 ans, 14 ans, 15 ans, quoi, en fait. Et vivre que là-dedans, en fait. Donc il y a cette espèce de décalage que je me suis dit, putain, il faut que je rattrape. Il faut que je rattrape pour me mettre, entre guillemets, pas être un rival, hein, mais me mettre à son niveau, et ce que lui sait, il faut que je le sache moi aussi, pour pouvoir m'aligner avec lui et être raccord, parce qu'il possède des connaissances et il a déjà joué à des jeux vidéo que moi je n'ai pas joué, et j'ai envie d'y jouer, quoi. Et j'ai envie de pouvoir en parler avec lui, et de pouvoir, pas aimer les mêmes choses que lui, mais j'ai envie de pouvoir découvrir ce que lui a découvert à son époque, et le voir avec les yeux actuels, et me dire, putain, on est en, j'en sais rien, on est en 2026, lui il a fait ça à l'époque, oh putain, ça devait être tellement chiant. Maintenant, ils ont changé ça, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, nanana. J'ai vu l'ancienne version, la nouvelle. Parce que ce qui est bien maintenant, c'est que très souvent dans les remakes de Fast FPS ou quoi, ils te prennent l'ancienne version et la nouvelle, et ils te mettent une seule touche où tu peux switcher entre les anciens graphismes, les nouveaux, et des fois on t'explique dans les bonus que, par exemple, tel boss n'existait pas, ou qu'il a été rajouté par la suite sur le remake, pour éviter une coupure qu'à l'époque le jeu avait dû subir à cause de la censure ou de je sais pas quoi. Mais aujourd'hui c'est plus le cas, donc ils ont tout rabiboché. Il y a tellement de choses comme ça où tu te dis, mais en fait, ce que mon pote a subi à l'époque, moi je ne le subis pas aujourd'hui. Et est-ce que c'est mieux pour l'expérience ? Est-ce que c'est moins bien au final ? Est-ce que... Et c'est méga important, c'est génial, quoi. C'est super. Et donc du coup je suis arrivé un jour et je lui ai dit, mec, je fais comment pour jouer à Doom ? Et parce que je sais que sur Steam, il y a Doom 1, Doom 2, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y jouer concrètement ? Est-ce que les versions, elles valent encore le coup avec les PC actuels ? Est-ce que ça va pas être la merde, etc. Et il m'a dit, hop, bouge pas. Il m'a dit surtout, t'achètes rien. Il m'a dit, tu fais rien. Et là, il m'a dit, alors on rentre dans le cadre, entre guillemets, du... Je sais pas si c'est légal, pas légal. J'ai jamais vraiment bien compris ce qui était légal là-dedans. Mais bon, on va en parler quand même. Je suis désolé, je suis ultra malade.
Je devrais pas faire de vidéo normalement, mais je suis ultra malade, bronchite. Bref. Tout ça pour dire, il m'a dit bouge pas, je vais te faire télécharger un logiciel qui s'appelle GZ Doom. Et ce logiciel, franchement, il m'a permis de télécharger Doom 1, Doom 2 et des mods et des extensions comme Brutal comme Brutal Doom et une espèce de de vision HUD, etc. qui m'ont permis de découvrir le jeu de manière totalement fluide, avec des niveaux en plus. En bref, un espèce de de remake sans que ça soit le remake, quoi. Et c'était totalement fou. Totalement fou. Je me suis pris une violence comme jamais dans la gueule. Je me suis pris, parce que j'avais téléchargé des morceaux un peu, comme on entend là, des morceaux de métal de Doom Music en plus à rajouter dans le jeu. Donc j'avais une bande son de malade, une violence de malade, des armes refaites. Et du coup, je me suis découvert d'une traite Doom 1 et Doom 2 avec des niveaux en plus. Et révélation. Révélation totale, révélation divine. Grosse hype pour moi sur Doom. Où je n'ai pas les jeux originaux, mais je vois ce que c'est, je vois comment ça fonctionne. J'ai les musiques de base aussi de Doom, mais remaniées dans les oreilles. Donc je découvre cet univers métal, cet univers rempli de démons, etc. Chose à savoir aussi, c'est que avant ça, j'avais fait le Doom qui était sorti sur... je crois qu'il était sorti sur quoi 360 ? Sur Xbox 360 à l'époque. Si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas sur 360 qu'il était sorti. PS4 ? Ouais, c'était peut-être sur PS4 que je l'avais fait à l'époque. Ou sur Xbox, je sais plus. Mais donc j'avais fait cette espèce de remake aussi de Doom qui était sorti et que j'avais trouvé très bon, très fluide aussi. Et j'avais envie de voir ce qui se faisait avant, quoi. Et donc quand j'ai découvert GZ Doom, j'ai eu droit à ça, à cette découverte de Doom. Et là, j'ai vraiment ressenti exactement la même chose que ce que je ressentais avec les nouveaux Fast FPS actuels, quoi. De la rapidité, de la puissance, des armes. Enfin, ça envoyait du lourd. Vraiment, ça envoyait du lourd. Tout ce que je suis à l'intérieur de moi, toute cette espèce de violence, de grosse musique bien bourrine, cette rapidité d'action, ce punch, des ennemis effroyables qui sortent des murs, de portails, l'enfer, tout ça. Tu te dis, mais putain, mais... Yeah c'est tellement métal, mais putain, quoi. Oui, quoi, oui. C'est ça que je veux, quoi. Et du coup, t'es à fond là-dedans, quoi. Et donc après, j'ai téléchargé des mods par-dessus pour télécharger aussi des maps, etc., etc. Bref. Donc, grosse hype et vibe Doom. Et puis est arrivé, par la même occasion, et ça, hop, je vais... Alors, je suis désolé, 5 secondes. Je veux juste voir ça, que je dise pas de bêtises. Je vais aller sur la page officielle. Voilà. Est arrivé, en fait, sur nos écrans, donc sur la plateforme Steam, un truc, une collection, toute bête. D'ailleurs, je n'aime pas le nom, je le trouve dégueulasse. Mais est arrivé une collection qui s'appelle Doom plus Doom 2. C'est le nom de la collection.
Ils auraient pu dire Doom. Ils auraient pu l'appeler Doom Eternal, mais le problème c'est que ça allait être pris ou c'était déjà pris, donc raté. Mais donc ils ont appelé la collection Doom plus Doom 2. Tu dis bon, ok. Sauf qu'en fait, Doom plus Doom 2 sont sous forme de pack dans des versions définitives et fraîchement améliorées. Avec, à l'intérieur, accrochez-vous, Doom 2, Doom Master Level, Doom Evolution, Plutonia Experiment, No Rest for the Living, Sigil 1 et 2, Legacy of Rust, et une compatibilité avec des mods que tu peux télécharger in-game, un multijoueur, du local, tout ça, tout refait, tout remanié, et fait en sorte que ça tourne, c'est beau, et cela représente plus, je dis bien plus, de 187 cartes de mission, 43 cartes de match à mort dans Doom plus Doom 2. Mais il y en a beaucoup plus si on compte tous les autres jeux et les autres modes qui sont à l'intérieur de cette collection. Et c'est immense à découvrir, et ça ne peut que donner une hype de malade, quoi. Nouvelles améliorations, match à mort, coopération jusqu'à 16 joueurs en ligne et en multiplateforme, c'est une boucherie. Vraiment. Prise en charge des modes publiés par la communauté avec un navigateur de mode en jeu. Ça aussi, c'est excellent pour découvrir de nouveaux modes. Choisissez entre les bandes-son d'origine en MIDI de Doom et Doom 2 ou les versions modernes signées par Andrew Allshoot, dont de nouveaux enregistrements pour Doom 2. Donc ça aussi, c'est génial, de nouvelles pistes audio. Donc désormais sur un nouveau moteur de jeu, Keck, performance améliorée grâce à un rendu qui peut aller jusqu'à la 4K. Des centaines de modes créés par la communauté depuis plus de 25 ans. Options d'accessibilité, police moderne, lisibilité, contraste élevé, chat multijoueur, syntaxe vocale, etc. Traduction dans 8 nouvelles langues. Des améliorations graphiques, en veux-tu, en voilà. 60 IPS, charge native du format 16 neuvième jusqu'à 1080p. Musique en jeu original restaurée. Et le pire dans l'histoire, c'est que les versions d'origine sont aussi incluses sur Steam, etc. etc. Franchement, que demande le peuple, quoi? Que demande le peuple? Et le pire dans l'histoire, c'est que cette collection contient 2 épisodes de Sigil. Et Sigil, en fait, c'est 2 jeux qui sont censés être des suites spirituelles de Doom, qui ont été créés par John Romero, donc un des créateurs de Doom, peut-être le plus connu avec Karnak, mais John Romero a créé Sigil 1 et 2 pour faire plaisir à la communauté, et sûrement pour lui aussi. Et ces jeux-là n'étaient pas disponibles à la base dans la collection, et ils ont été rajoutés pour vraiment compléter la liste de ce qu'on pouvait découvrir sur Doom et de comment on appelle ça, et de ce que les nouveaux joueurs pouvaient découvrir aussi, quoi. C'est-à-dire qu'un jeune de 15 ans ou de 20 ans qui a envie de découvrir la licence Doom a tout à portée de main, vraiment tout à portée de main, même le dernier qui est un mode à télécharger, etc. Donc Sigil 2 est disponible dans la collection même. Pas besoin d'aller le prendre sur le site officiel, etc. quoi. Donc, fabuleux. Comment tu veux pas avoir la vibe, l'amour de Doom? Voilà. S'ensuit donc les remakes de Doom sur console, génération actuelle, PS4, etc. Donc Doom Remake, Doom Eternal. Comment ne pas mentionner Doom Eternal avec le Doom et le Doom Eternal, avec cette refonte graphique du Doom Guy, donc le personnage principal, cette violence, comment ça s'appelle, cette bande son
qui a été fait par... Alors je suis désolé, je vais chercher parce que normalement je le sais, mais là j'ai oublié. Mike... C'est Mike Gordon. Que je dise pas de bêtises. Ça serait bien d'avoir une photo. Mais je crois que c'est Mike Gordon. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Mike Gordon qui a fait donc la musique de Doom. Doom Eternal surtout là. Et ça a été la folie. Ça a été la folie. Il a même fait venir plusieurs chanteurs de Doom Music, de Heavy Metal et compagnie pour faire les chœurs de certains morceaux. Donc des espèces de ce genre de choses là, c'est énorme. Franchement, ça prend une dimension dans le jeu avec les espèces de spectres, de démons et tout. C'était incroyable, vraiment. Et le mec en a beaucoup joué au niveau de ça. Et puis ses textos. Voilà, ce genre de morceau pourrait être dans Doom. Dans Doom Eternal. Et ça, à fond dans le casque, pendant que tu es en train de prendre un démon à coups de poing ou de le choper par la peau du cou et de lui tirer dans la tête, c'est extraordinaire. Vraiment, ça apporte un punch et une puissance aux armes et à l'ambiance même du jeu qui est totalement folle, en fait. Derrière ça, pour clôturer le bal, donc là, au moment où j'en parle actuellement, en 2026, on a eu droit à Doom Dark Ages, qui est un jeu qui est en somme différent, mais pas tellement au final, etc. Mais bon, bref, j'en parlerai peut-être après, quoi. J'en parlerai peut-être après, quoi. Pendant toute cette vague-là, cette hype, j'ai fait deux choses. La première, ça a été d'aller sur le site de John Romero pour voir qui c'était. J'avais envie de découvrir le personnage. J'avais envie de découvrir qui avait fait Doom, et qui avait fait Quake, et qui avait fait Heretic et Exen, et qui avait fait je sais plus quoi encore. Bref, qui étaient ces gens de ID Software et de je sais plus qui encore comme team, bref. Mais qui étaient ces gens-là à la base? C'est Alice McGee aussi, si j'ai pas de bêtises. American McGee's. Si je dis pas de bêtises. Oui, non. Non, c'est pas Alice. Ouais, c'est ça. C'est American McGee. American McGee, John Romero, Karnak et et le papa aussi du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, dont j'ai oublié le nom aussi. Je crois que c'est John Carmack, à chaque fois je l'appelle. Ouais, voilà, John Carmack. Donc John Carmack et John Romero. Le papa des JDR de l'Appel de Cthulhu. Faut que j'arrive à retrouver le nom. Putain, j'ai écrit Cthulhu comme un cul, c'est pas grave. Sandy Peterson. Et donc American McGee, le monsieur qui a fait Alice perdue aux portes de la folie ou je sais plus quoi. Donc Alice McGee aussi. Qui est un excellent jeu vidéo.
Tu sais pourquoi il me sort des photos de Cars, de Disney Pixar? Mais non. Mais non. C'est rien à voir. Rien à voir. Ouais, c'était ça. C'était Retour au pays de la folie, Alice, un jeu créé par American McGee et Electronic Arts. Totalement fou. L'époque où Electronic Arts avait des couilles et nous sortait des jeux comme Alice, Retour au pays de la folie ou Dante Inferno. Ce genre de jeu qui, pouf, qui arrivait comme ça. Et incroyable. Incroyable. Bref. Donc c'est tous ces gens-là qui ont fait, ben, comme je dis, Quake, Doom, Heretic, etc., agrémentés par d'autres personnes derrière, et qui ont permis à une génération de gens comme mon pote, et comme moi maintenant, de se raccrocher à des choses qui sont fortes, des valeurs qui sont fortes et puissantes, et voilà. Et donc du coup j'avais envie de savoir qui étaient ces gens-là, leur pédigré, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils n'avaient pas fait. Et alors déjà en allant sur le site de John Romero, j'ai vu que on pouvait acheter des goodies ou des signatures du monsieur, etc. Donc vu que j'étais en plus dans ma vibe Total Doom, John Romero et compagnie, j'ai acheté une signature. J'ai acheté une signature, je dis putain, il me faut une signature de lui, quoi. Il y a marqué, ouais, pour Anthony, pour Ricola ou quoi. Et du coup, je me suis fait mon petit plaisir. Voilà. La belle petite signature, voilà, pour Anthony. Continue à Doom in, à jouer à Doom, quoi. Et rendez-vous en enfer, John Romero, quoi. Voilà. Donc, je me suis pris ça. Je l'ai mis, je l'ai encadré parce que c'est trop beau. Et même si je l'ai acheté, je m'en fous, mais au moins je l'ai. Elle est trop belle la signature, quoi. Puis vu que c'est un mec qui vit là-bas, j'aurais jamais l'occasion de le voir ou de lui parler, à part peut-être d'échanger un mot avec lui ou quoi, bref. Et la deuxième chose que je pouvais faire, c'était apprendre entre guillemets sa vie et ce qu'il avait fait sur Doom et peut-être autre chose, je sais pas, à travers. Alors je vais montrer plus. Attends, je vais enlever la poussière dessus, il est dégueulasse. Putain, j'ai honte. J'ai honte de ce que je présente. Fou, à fou. Il y a de la poussière partout. À travers ceci. Ah, il veut pas le montrer. Voilà, John Romero, le gars qui a fait Doom, le Doom Guy. Donc voilà, John Romero, c'est ce monsieur. Peut-être que si je montre la couverture, voilà, en noir ça sera mieux. Donc c'est un livre à la base qui était qu'en anglais et qui au final est arrivé dans nos rayons, dans nos librairies en anglais, en français, pardon, je suis trop con, en français. Et donc ça a donné ce livre-là, Doom, le gars qui a fait Doom. Voilà, John Romero se livre, comme jamais dans cette autobiographie, de son enfance très mouvementée à son accession au panthéon du jeu vidéo. Vous saurez tout sur sa vie et son parcours digne d'un film d'Hollywood. Car John Romero n'est pas que le gars qui a fait Doom, il est bien plus que ça. Et ça, c'est extrêmement vrai quand tu découvres la tonne de projets sur lesquels il a travaillé et ce que ce mec a engendré pour une génération de gamers, de passionnés de FPS. Et quand je parle de FPS, je parle pas juste de Battlefield ou de Call of Duty, je parle vraiment de FPS, quoi. Je parle pas de Valorant ou de ce genre de conneries. Je parle vraiment de... Merde, de FPS, quoi. Du vrai FPS, le fast FPS. Voilà, quoi, le old school. Moi, c'est ça que je veux. Quand quelqu'un me parle de FPS, ça, c'est un truc que je déteste. Mais parce que je suis un puriste sur ça. C'est quand les gens me disent « Ah, moi, j'adore les FPS, quoi. » Je dis « Bah, super, tu joues à quoi ?»« Battlefield. » Ah, je me suis fait un PC, gamer, tout monté et compagnie, pour jouer à du FPS. Super, à quoi ? Battlefield. Call of Duty. Ah, mais que le multijoueur, hein. Parce que le solo,
Oh, c'est de la merde. Putain, mais... Ah! Ah! Le mec, t'as envie de le prendre et de l'arracher à la jugulaire comme un zombie. Tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Non! Nine! Non! Et je comprends pas. Bon, après, on t'entend un mec actuellement en 2026 qui se fait monter un PC de gamer d'enfoiré à 6000 boules et qui te dit c'est pour jouer à Doom 1. Bon, tu peux lui dire, bon, ok, t'as raison, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand t'es puriste et que tu veux savoir, entre guillemets, d'où tu viens et pourquoi t'es là, je trouve ça méga intéressant et méga important d'aller chercher dans le passé ou d'aller chercher chez Night Dive Studio ou New Blood ou d'autres studios comme ça de jeux vidéo, les remakes qui se font, parce que ça te permet de découvrir d'anciens jeux. Je pense notamment maintenant là, à Blood, par exemple, qui a été remis au goût du jour, à Outlaw aussi, à Dark Force, Star Wars Dark Forces 1, qui a été remis aussi au goût du jour, Killing Time, il y en a tellement qui sont remis au goût du jour, Exen, Heretic aussi, qui ont été mis dans une collection complète, avec des maps en plus, des ajouts en plus. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable qu'on arrive à découvrir tout ça. Moi du coup j'ai pu finir enfin Exen. J'ai pu finir Exen et découvrir... alors pas Exen 2 malheureusement parce qu'il n'est pas dans la collection, mais j'ai pu découvrir ce qui gravite aussi autour d'Exen et créé par des joueurs ou pas. C'est fantastique, c'est extraordinaire. J'ai découvert des maps mais créées par des génies. Vraiment quoi. Les mecs qui créent les maps sont des génies, des architectes en puissance. Je pense que ces mecs-là, si on les laissait être architectes dans la vraie vie, on aurait de la lave partout. On aurait de la lave qui coulerait des églises. On aurait des cathédrales sur de la taille de la tour Eiffel, voire plus. Enfin bref. Mais je pense qu'effectivement, il y aurait de la lave partout, des gargouilles partout, des statues de démons partout, quoi. Mais... donc ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, non. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais vraiment, ces mecs-là ont une architecture dans la tête et une manière de penser les niveaux. Pardon. Pour que ça soit jouable, pour que ça soit facile à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de lumière aussi à prendre en compte pour indiquer des fois aux joueurs où passer, où se positionner pour activer tel interrupteur ou quoi, parce que la lumière peut donner des indications aussi bien que la musique. Ça peut être des indications visuelles, donc avec des flèches ou des conneries comme ça, mais tout ça, ça s'apprend, soit sur le tas, soit ça s'apprend en tant que développeur, et moi c'est des choses que je découvre, au plus je joue aux jeux vidéo, au plus je découvre sur la durée, et quand tu rentres vraiment dans le technique, je l'effleure juste comme ça, mais parce que je suis pas développeur, je suis pas là-dedans, mais quand tu regardes le travail, la précision du travail d'architecture des levels, même les plus simples levels, tu te dis, mais en fait, pour beaucoup, la lumière y est pour quelque chose. T'imagines que même une simple map, c'est un mec... C'est un mec qui, à l'époque, a texturé les murs avec des photos ou des morceaux d'images qu'il a pioché à droite à gauche. C'est lui qui a dessiné lui-même telle paroi de mur à ce moment précis, etc. Ça demande un travail, mais de longue haleine. Même juste pour un niveau que toi, tu vas finir en moins de 1 minute 30 ou 2 minutes, même pas. Mais le mec se sera fait chier peut-être pendant 5 jours, quoi. Donc, voire plus. Donc, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et où tu te dis, mais en fait, être développeur de jeux vidéo, waouh, quoi. C'est bravo. Quoi que tu fasses en termes de jeux vidéo, même le plus pourri, tu te dis, mais putain, bravo quand même, quoi. Moi, je suis stupéfait. Je suis vraiment stupéfait quand je vois les techniques qu'utilisent les mecs.
pour donner vie à leurs jeux vidéo. C'est incroyable. Incroyable. Et encore plus quand c'est des jeux indépendants faits avec de l'amour par une seule personne qui sacrifie sa vie à son jeu, quoi. Autant dans une compagnie, t'es développeur, tu te sacrifies pour un projet auquel tu vas croire, auquel on va te faire croire, et t'es rémunéré pour ça, et puis bon, si t'as envie au bout de 6 mois, 1 an de te casser parce que bah, t'as trouvé mieux ailleurs, bah, tu te casses. Alors que le développeur indépendant, il peut pas se casser. Il joue sa vie sur ce jeu. Et si c'est pas rentable, bah, ça sera peut-être son premier, son dernier, quoi. Donc moi, c'est ça qui me plaît, qui me booste. Je vois des projets FPS indépendants. C'est ça qui me booste encore plus pour les tester, pour y jouer. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'adore. C'est ce sentiment-là. Et encore plus quand derrière, tu vois que c'est issu de la génération des gens qui ont grandi avec toute cette génération Doom, Quake, Exen, Heretic, qui ont connu cette noirceur, ce métal, cette violence entre guillemets que tu ne pouvais pas relâcher dans la vie réelle, mais que tu pouvais très bien relâcher à l'intérieur du jeu vidéo. Tout ça, je l'ai retrouvé quand j'ai lu le livre de John Romero. Et parce qu'il parle beaucoup de lui, de sa vie, de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, depuis son enfance jusqu'à maintenant, etc. Mais il parle beaucoup aussi des autres avec qui il a travaillé. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément, c'est que, surtout sur le côté de John Romero, c'est que ce mec-là a connu une enfance quasiment dans des espèces de caravanes de bidonvilles où je crois qu'il explique que son oncle tirait à la carabine dans les caravanes. Donc déjà, il y avait entre guillemets la violence des armes à feu. Puis il y a le côté américain aussi. Donc il y a la violence des armes à feu qui est présente. Très tôt dans sa vie, il y a... Parce qu'il a une branche, je crois, Sioux indienne dans son sang. Donc du coup, il a toujours eu les cheveux longs. Alors souvent, tout le monde lui dit « Ouais, c'est parce que t'écoutes du métal, etc. » Mais pas que. C'est aussi parce que ça vient de ses origines qu'il garde ses cheveux longs. Et que je crois qu'il les a jamais, qu'il les a jamais coupés. Mais... donc il y a cet aspect, entre guillemets, métal aussi. Toujours fringué de noir, etc. Donc, violence des armes, musique métal prononcée, passion pour les voitures de sport et la vitesse, et goût du risque pour se lancer dans des projets très difficiles avec des équipes réduites, voir des gens qui te lâchent en cours de projet, et plus la presse qui te monte dessus, etc. Enfin bref, tout ça fait que quand tu mets bout à bout, tu te dis mais putain, c'est ça le fast FPS. L'amour et la violence des armes à feu, l'amour de la vitesse, des engins mécaniques, les moteurs, la puissance des bolides, l'envie de toujours aller plus loin, plus vite, de se lancer dans l'inconnu, de se lancer dans des trucs difficiles. Tu sais que tu pourras pas forcément accéder, mais tu y vas quand même la tête baissée. Ce côté instinctif du pilotage aussi. C'est-à-dire que quand tu joues à un fast FPS, c'est comme si tu conduisais. Tu es dans l'instinct. Tu es dans l'instant présent, tu ne réfléchis pas, tu te déplaces dans un level, dans un monde où tu es connecté avec lui. Tu es en phase. Et les ennemis qui t'arrivent dessus, tu sais qu'ils ont un seul objectif, c'est te nuire, te détruire, te tuer. Donc toi, le seul objectif que tu as, c'est de faire pareil, mais pour faire pareil, il faut que tu esquives, que tu cours vite, que tu tires vite, que tu recharges vite, etc. etc. Donc, toutes ces caractéristiques que John Romero dévoile de sa vie et de la vie des autres qui l'accompagnent,
Donc comme Sandy Peterson, comme comme le créateur de Alice aux portes de la folie, de American Maggie, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on va retrouver ensuite dans leur prochain jeu. L'amour pour Cthulhu, pour Lovecraft aussi, est un élément majeur de ces jeux-là. L'amour du jeu de rôle. L'amour du jeu de rôle est une partie essentielle aussi des instants du groupe de John Romero, John Carmack, etc. Ils faisaient beaucoup de jeux de rôle ensemble. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de références, et il y a des jeux vidéo issus de leur partie de jeux de rôle. Mais tout ça pour dire que toutes les caractéristiques de ces gens-là se sont retrouvées dans l'essence même du FPS. Dans Doom, dans Quake, dans Hexen, dans Heretic, dans tout ce que tu veux, même si certains jeux sont différents en termes effectivement de vitesse, d'approche, plus industriel pour Quake, avec la musique de Nine Inches, ou alors plus Dark Fantasy, comme avec Hexen, où ça va être plus proche d'un Dark Soul, etc. Il y a chaque FPS est différent, mais t'en reviens toujours quasiment au même, à cette essence sombre, cette essence démoniaque, pas hérétique, mais cette essence qui est due à l'amour de l'ésotérisme et pas du paranormal, mais de tout ce qui est lié vraiment à cette science-là, en fait, quoi. Et de par aussi le jeu de rôle, de par l'amour de la magie, des démons, des sorts, des armes à feu, de tout ça. Vraiment, tout ça, tu le ressens quand tu lis le livre. Enfin, vraiment, quand tu as joué à tous ces jeux vidéo et que tu lis son livre, tu te dis, mais c'est incroyable de voir comme c'est connecté, et à quel point c'est d'une justesse incroyable et infinie. Tu te dis, jamais un mec ou une bande de mecs avec qui il a travaillé ont été aussi justes dans leur comportement et dans leur manière de développer un jeu vidéo. Et pour certains, ils le sont encore à l'heure actuelle. Voilà, parce que John Romero a fait plaisir aux gens et a sorti pour les anniversaires de Doom, donc Sigil et Sigil 2, où il a fait les niveaux lui-même tout seul à la maison, en streaming. De l'autre côté, je crois que John Carmack travaille toujours, les autres font du jeu de rôle, etc. Bref. Donc tout ça pour expliquer tout ça. Voilà. Je regarde juste combien il me reste. Ouais, ça va, il me reste du temps. Je regarde la musique parce que... Hop. Parce qu'elle est libre de droit et j'ai pas envie qu'elle se termine. Donc, la question c'était... Ta question posée, Medashi, elle tenait à ça, mais en fait, j'avais besoin d'expliquer ça pour que tu comprennes le ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, mon pote, lui, et tu sais de qui je parle. et toi-même qui regarde, tu sais que je parle de toi. Donc, ça m'a emmené aussi à comprendre qui était mon meilleur ami, de par les jeux auxquels il avait joué, et de par la mentalité aussi des personnes qui avaient développé ces jeux auxquels il avait joué. Et c'est exactement ce que je retrouve chez mon meilleur ami aussi. Fan de vitesse, fan de moto. Il réfléchit pas, il fait tout sur des coups de tête. Il tranche dans l'art. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire au quotidien dans ma vie, quoi. Et que j'apprécie énormément, quoi. J'estime pas être quelqu'un de cérébral, pas du tout, quoi. De par aussi mon niveau
alors je vais pas dire intellectuel, mais de par mon niveau de scolaire, je suis pas allé bien loin, mais mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention à la culture, qui essaye au maximum de me cultiver, de toucher à tout ce que je peux, vraiment quoi, à tout univers possible, de m'informer le plus possible. Et quand j'ai joué à tout ça, que j'ai vu tout ça, et que j'ai lu tout ça, j'ai compris aussi qui étaient mes amis, et qui j'étais moi-même. Et ce que j'aimais profondément moi-même. Et résultat des courses, je fais de la moto aussi, j'aime la vitesse, c'est quelque chose qui fait partie intégralement de moi. Majoritairement, je suis quelqu'un de très instinctif, c'est ce que j'aime. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai pareil, le métal, etc. Je me dis, mais merde, quoi. Ces gens-là, putain, ils me sont tellement proches, alors qu'ils sont à des kilomètres et des kilomètres de moi. C'est dingue, juste dingue. On a quasiment le même amour de la vie et des choses, alors que notre parcours est pas similaire, et nos familles non plus, quoi. Et notre environnement non plus, notre pays non plus. Et pourtant, on est tellement similaires, quoi. Mais alors que peut-être politiquement parlant non plus, on n'est pas similaires. Mais putain, tout le reste, on l'est tellement, quoi. On l'est tellement. C'est dingue, 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 dingue. La question comportait aussi le podium de mes jeux Doom préférés. Alors, je suis vraiment désolé pour ma toux. En plus, ça me fatigue énormément. À chaque fois que je tousse, ça me prend derrière au niveau de la nuque et ça m'endort. Vraiment, ça me fait de plus en plus mal à la tête et ça m'endort. Donc, si vous voyez que je faiblis devant l'écran, c'est pas pour rien, surtout quand j'ai des énormes crises de toux. C'est pas pour rien. Bref, on s'en fout. Le podium, pour moi, il est simple. Je vais prendre la liste de Doom, hein, que je vous ai énoncé tout à l'heure. Je resterai... Alors, pour la base... Alors, si je parle des anciennes Doom et des nouveaux Doom sur les remakes, d'accord ? Donc, si je parle des anciennes Doom qui sont contenues, par exemple, dans la collection, et même si on rajoute Sigil 1 et 2, Legacy of Rust, c'est un épisode, et je crois No Rest for the Living aussi, c'est des épisodes qui ont été faits par, si je dis pas de bêtises, par ID Software et Native Studio en comment ça s'appelle ? En coopération pour la collection. Donc ça compte pas, ça compte pas vraiment quoi. Voilà. Je cherche juste un truc. Et Machine Game aussi. Alors en coopération, ID Software, Native Studio et Machine Game. Legacy of the Rest. Donc oui, pour moi, sur les anciennes Doom, clairement, Doom 2, parce qu'il apporte certaines armes qui ne sont pas là dans le premier Doom. Il apporte des niveaux qui sont effectivement plus travaillés, plus instinctifs, plus jouissifs. Mais cependant, il y a déjà certains levels qui commencent à être un peu plus complexes en termes de mécanismes, de puzzle, d'interrupteurs à trouver, de clés à trouver. Quelques levels sont moins explicites que le premier Doom, où t'as pas besoin de réfléchir, tu déconnectes le cerveau, t'avances dans le couloir, tu tournes à gauche, tu sais que tu vas trouver une clé, tu pars à droite, boum, t'ouvres la porte, tu finis le niveau, c'est réglé. Doom 1 est majoritairement comme ça. C'est beaucoup de l'instinctif, tu réfléchis pas, t'avances, tu tires sur tout ce qui bouge. Voilà. Doom 2, un peu plus de réflexion, mais ça reste voilà, de l'instinctif, c'est bourrin, c'est du rentre-dedans, et pour moi, c'est celui qui est le plus maîtrisé de la chose, avec des ennemis, de nouveaux ennemis, etc. Pour le reste, de ce que j'ai découvert,
Donc tout ce qui est Evolution, TNT, Plutonia Experiment, les Master Level, cette vague-là, ce qui a été fait par les joueurs et par, entre guillemets, d'autres branches de personnes, franchement, ça a été une horreur à vivre pour moi. Mais vraiment une horreur, quoi. Il y a des levels, surtout sur les master levels, c'est incroyable la difficulté qui est posée. C'est-à-dire qu'il y a des clés qui sont cachées à l'intérieur de secrets. À l'intérieur de murs secrets. Des clés qui sont... C'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'une clé qui est essentielle qui est essentielle pour terminer un niveau, elle doit pas être cachée. Elle doit pas être dans une zone secrète. Là, c'est le cas dans les master level. T'as certains cas où les clés sont cachées dans des zones secrètes. Enfin, il faut être totalement fou, quoi. Totalement fou. Et d'ailleurs, John Romero en parle dans son livre, des mecs qui ont fait des maps, mais qui les surpassaient, quoi. Et même eux n'arrivaient pas à terminer les levels tellement c'était dur. Et ils l'ont reconnu, quoi. En disant, mais vous êtes des tarés, quoi. Vous êtes des fous furieux, quoi. Pourquoi vous avez fait ça, quoi? Pourquoi vous avez créé des trucs aussi durs, quoi? Vous êtes tarés. Voilà, quoi. Donc si t'as pas des cheat codes pour passer à travers les murs en mode fantôme, etc., tu découvres jamais, quoi. Et tu vois des mecs jouer sur YouTube et tu te dis, mais comment ils ont trouvé ça, quoi? Pourquoi? Comment, quoi? Qu'est-ce qui a fait que dans ta tête, l'idée a émergé pour trouver cette zone secrète, quoi, tu vois? Tu dis, c'est pas possible. Et c'est plein de trucs comme ça, les Master Level, les TNT Evolution, etc. Donc c'est vraiment pas mes préférés, ceux-là. Ensuite, il y a les No Rest for the Living, Sigil 1 et 2 et Legacy of Rust, qui sont de bons épisodes. Des épisodes qui sont faits donc sur ces dernières années. Qui sont de bons épisodes pour globaliser ce qu'est Doom, avec des changements d'armes, de nouveaux ennemis, et un nouvel attrait. Sigil 1 était bien, musicalement aussi, mais je crois que la musique a été faite de Sigil par Buckethead, un mec qui a un seau sur la tête. Ouais, c'est ça. Un mec qui a un seau KFC sur la tête. Ouais, d'ailleurs, la pochette de Sigil, elle est énormissime. Elle est vraiment très très belle, la pochette de Sigil. Je peux pas vous la mettre en grand. Ouais, voilà, je suis obligé, j'en parle. Je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de le mettre en grand. Regardez-moi cette pochette, quoi. Cette pochette pour Sigil, quoi. Elle est pas fabuleuse, quoi. Fantastique, quoi. Tous les détails, les gravures, fantastique, quoi. Voilà, Sigil Soundtrack par Buckethead. Avec 9 morceaux. J'aime bien comme elle s'appelle la première. Romero One Mind, Any Weapon. Romero, un esprit, n'importe quelle arme. 13e étage, Builder 2, The Patrolman, Cold Frost, Melting Man, Far 5, Poseidon, Force 6, Fast Pass.
un album incroyable, blablabla, bon bref. Voilà. Mais donc ouais, un jeu sympa, par contre, un Sigil 2 trop axé sur le, entre guillemets, les puzzles, les interrupteurs à activer, pas activer, recourir d'un côté à l'autre, trouver des énigmes, ce genre de choses-là. On perd le côté instinctif. Romero, je trouve, a perdu ce côté instinctif de Doom. Il ne sait plus faire un Doom correctement, en fait, j'ai l'impression. Beaucoup de gens que je connais, et pas des Français, lui crachent dessus, parce que majoritairement, quand on parle de Doom, on a la tête de John Romero, parce que c'est celui qu'on a toujours vu le plus dans la presse média, dans les critiques et compagnie. C'est celui qui est le plus mentionné comme le papa officiel de Doom, alors que le vrai génie, enfin ils étaient tous de vrais génies à leur sauce chacun, mais vraiment l'un des vrais génies, c'était quand même Karnak, et il savait faire les maps, et voilà quoi. Mais Romero, si je vais chercher un peu dans mes souvenirs, c'est lui qui a déposé, entre guillemets, qui a mis en place... c'est-à-dire qu'en fait, à la base, la seule chose qu'ils arrivaient à faire, c'était du défilement horizontal, comme Mario, en fait, on nous explique. Et puis, petit à petit, ils ont essayé de faire des jeux sans temps de chargement ni rien, et ils en sont arrivés à Doom, quoi. Mais il me semble que c'est Romero qui a trouvé, entre guillemets, l'astuce pour arriver à ce que Doom soit réalisable, en fait, quoi. Et après, Carmack et compagnie et tous les autres ont pu faire le reste avec, quoi. Mais Romero, c'était surtout une bête de scène, et surtout au niveau de la presse, j'ai l'impression que c'était celui qui communiquait le mieux et le plus, et c'était celui qui était mis vraiment sur les devants, alors que le reste voulait rester en retrait pour être dans leur monde, pas en sortir, et ils ne voulaient pas en sortir. Ils étaient bien, je pense, que dans leur soirée JDR, ou quand ils étaient de leur côté tout seuls. Eux, tout ce qui était, je pense, presse, faire les salons de jeux vidéo et compagnie, je pense que ça les intéressait pas, quoi. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était développer, faire leur truc de leur côté, et puis... Enfin, les mecs, c'était des passionnés, hein. C'est les mecs, 3 bouts de ficelle dans un garage, et Doom 2, quoi. Voilà, quoi. Et Quake, et... incroyable. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la simplification que John Romero arrive à faire de son métier, et de l'aspect technique du développement, face à quelqu'un qui, comme moi, n'a quasiment aucun apport, aucun prérequis, aucun comment on appelle ça, aucun bagage scolaire dans la programmation, dans le développement, à part des logiciels que j'ai pu tester moi-même dans ma vie de gamer, des logiciels de création de jeux vidéo ou de level ou quoi, ou des logiciels comme le Unity, Unreal Engine ou quoi. Mais là vraiment c'est différent, c'est totalement différent. Mais le mec arrive à une simplification totalement folle face à, entre guillemets, des néophytes. Je m'estime néophyte encore, mais on est toujours néophyte tout au long de sa vie. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux qu'eux. Et je pense qu'il y a des gens qui tomberont sur cette vidéo qui vont savoir largement mieux que moi beaucoup de choses. Mais comment ça s'appelle, ouais, voilà, en tout cas, c'est tout ça pour moi, tout ça. Et si on doit parler des remakes de Doom, j'ai aimé quand j'y ai joué le remake de Doom sur console next-gen, donc avec nouveau moteur de jeu, nouveau graphisme et compagnie, mais la fin était merdique, totalement merdique, et elle se terminait par une espèce de boss araignée
qui est censé être un ennemi de base, enfin de base, un ennemi tout court dans les autres Doom, je m'attendais vraiment quoi, à une autre fin. Là, c'était brutal, fin du jeu, ciao, merci, au revoir. Doom Eternal a apporté un surplus musical, un surplus au niveau des levels, un surplus de rapidité, et surtout ce qui est arrivé en même temps, c'est la génération RTX vis-à-vis des PC. Niveau visuel, effet visuel, lumière, vitesse avec le DLSS sur les cartes graphiques RTX, une rapidité au niveau des FPS, une fluidité de mouvement. C'est-à-dire que le cerveau n'arrive même pas à enregistrer ce qu'il est en train de jouer. Ça va tellement vite, les ennemis s'enchaînent tellement, les tirs s'enchaînent tellement, tout s'enchaîne tellement vite que ton cerveau, il a pas le temps d'être au repos. Il est en surconsommation totale de violence et de vitesse, de rapidité. Et t'es là, il t'en veut toujours plus. Et quand ça s'arrête, tu fais... Waouh, putain, ça m'a fatigué, quoi. C'est autant fatigant que d'aller faire 2 heures, 3 heures de moto non-stop à prendre des virages en sportif ou quoi. C'est vraiment la même sensation où t'es focus, où tu dois être rapide, tu dois faire ce que t'as à faire et tu dois rien lâcher. Parce que sinon le jeu te prend tout. Et c'est pareil sur la route en moto. Tu sais que tu dois rien lâcher dans un virage ou quoi que ce soit, ou faire attention à ta vitesse, pas faire le con, quoi que ce soit. Parce qu'à la moindre erreur, à la moindre faiblesse, tu sais que tu es dans le mur, tu sais que tu es par terre. Voilà. Et, et c'est là où la dernière fois j'ai fait rigoler mes potes, quand on a fait une sortie moto, que je leur ai dit, mais putain, vous vous rendez compte que quand même, ça va faire ultra prétentieux, ce que je veux dire, attention, mais... mais vous vous rendez compte que, en étant motard, on est quand même l'élite. Tu te dis, on a passé un permis moto qui est ultra dur, surtout maintenant, je le trouve très dur. Et vous vous rendez compte ce qu'on a passé, comme c'était dur. On est l'élite. Comparé à un mec qui conduit un scooter ou un mec qui passe le permis voiture, c'est rien. C'est que dalle. T'as pas le plateau à passer, t'as pas de passagers à prendre derrière toi, t'as pas après la circulation à passer, etc. Le code, enfin, c'est fou quoi. Donc techniquement, ouais, on est entre guillemets un peu l'élite quoi. Et j'ai un peu l'impression de me sentir pareil lorsque je joue à un fast FPS, de me dire, de par le fait que le jeu se veuille rapide, accessible en termes de maniabilité, je tire, je saute, je me déplace vite, je bouge vite, je change vite d'arme, etc. Tu te dis, mais en fait, tout m'est simplifié, tout m'est accessible très vite, je peux tout faire de la meilleure des manières et avec une violence extrême. Tu en arrives à te considérer un peu comme une espèce d'élite du jeu vidéo, quoi. Ou un peu comme un mec qui joue très vite en multijoueur et en compétitif à un Battlefield ou un truc comme ça, et qui va se sentir extrêmement puissant parce qu'il enchaîne des kills, parce qu'il a une ascendance sur la majorité des joueurs qui n'ont pas l'habitude de savoir viser, qui n'ont pas l'habitude de savoir se positionner, de se cacher derrière un mur, etc. Tout ça. Bref, je parle pour les joueurs pros, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent ressentir ou s'entraîner. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai quand je joue à un fast FPS. Je me sens puissant. Vraiment, je me sens bien, je me sens en osmose, en phase. Comme quand je conduis une moto, je me sens focus dedans dans ce que je fais, quoi. Et c'est là où c'est super intéressant. Tu communies. C'est comme si tu communiais avec Dieu. Alors que la majorité des choses que tu vois, ça n'a rien à voir avec ça, et c'est l'antithèse de Dieu, quoi. Vraiment, quoi. Tous les démons, les laves, les gargouilles qui dégueulent de la lave. Tiens. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Ah, de la lave. Et la gargouille au-dessus. Voilà, quoi. Et merci l'architecte de la map. Mais
Mais c'est ça, t'as l'impression vraiment d'être en communion avec quelque chose qui te dépasse, avec un créateur de jeux vidéo qui au final a les mêmes goûts que toi, les mêmes passions, mais qui peut-être va vivre sa vie différemment aussi. Donc c'est vachement intéressant socialement aussi de se dire mais qui a fait ça, pourquoi. C'est super intéressant. Vraiment, le jeu vidéo est un super média, quoi. Et le FPS l'est encore plus. Parce que c'est un genre de jeu qui a tellement été popularisé, je pense, dans les années ouais, 80, que voilà, quoi. Putain, c'est magique, quoi. On a tellement encore de belles choses à ressortir sur les PC actuels en 2026 et dans les années à venir que ça va être fou, quoi. Remake de System Shock, monstrueux, fabuleux. Donc bref, voilà. Et pour finir, Doom Dark Ages, qui a apporté cette mécanique de gameplay beaucoup plus rentre-dedans, avec masse d'armes et fléau et bouclier. Le bouclier qui sert énormément à parer les coups et à frapper avec, ou à lancer sur les ennemis le bouclier pour les déchiqueter, etc. Enfin, monstrueux. Un gameplay totalement différent de Eternal, moins rapide, mais tout aussi bourrin et tout aussi jouissif. Les deux jeux sont très différents à ce niveau-là en termes de gameplay, mais visuellement incomparables et scénaristiquement correct. Scénaristiquement, j'ai préféré Doom Dark Ages que Doom Eternal. Même au niveau de certains levels, c'était mieux géré Doom Dark Ages, qui au passage a une représentation de Cthulhu qui est très très bien réalisée, vraiment, quoi. S'ils pouvaient faire un jeu sur Lovecraft, ça serait... On n'aurait pas pu faire mieux pour la représentation de Cthulhu, franchement. Mais le délire de la dark fantasy, du médiéval, et de tout ce qu'on pouvait retrouver de plus malsain et de plus... pas malsain, malaisant, mais de plus brutal au Moyen-Âge, on le retrouve aussi avec Dark Ages, quoi, en fait. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, quoi. Voilà. Donc, on en a combien ? On en est à 1h30 de vidéo. Bah, c'est bien. C'est bien, je pense que j'aurais fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Et de mon amour pour les FPS à travers Doom. J'aurais parlé de beaucoup de jeux, de beaucoup de FPS, sans vraiment trop rentrer dedans. Mais voilà, je vous conseille, encore une fois de plus, énormément le bouquin de John Romero, là, parce que vraiment, en termes de développement sur les années 80, 90, c'est-à-dire les époques où moi j'étais petit, j'étais jeune, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis de 1989, c'est-à-dire que je suis né fin des années 80, donc je suis entre les deux. C'est-à-dire que je suis un passionné, un amoureux des années 80, je me sens enfant des années 80, mais à la fois, malheureusement, je peux pas lutter contre le fait que j'ai vécu ma vie et mon adolescence dans les années 90-2000, et alors que j'aurais aimé vivre ma vie dans les années 80, et je pense qu'actuellement beaucoup de trentenaires sont dans cette vague-là et pensent comme moi, et c'est d'ailleurs pour ça que des séries comme Stranger Things par exemple ont beaucoup marché, ont beaucoup surfé sur notre nostalgie, parce que ça se raccroche à une époque aux années 80 qui est indémodable et quasiment indiscutable en termes de travail, de création, et que ça soit musicalement, que ça soit cinématographique, que ça soit... je l'ai dit musicalement, non? mais voilà, c'est fou, c'est fou. La dernière fois, quelqu'un me parlait oui, mais c'était ça, je sais plus, c'était ma femme ou quelqu'un d'autre, me disait... tout le monde en a rien à foutre en 2026 de l'histoire sans fin. J'ai posé les mains sur la tête comme ça. J'ai dit, oh là là, mais pourquoi tu dis des choses comme ça, quoi? Pourquoi?
Je disais, mais c'est absolument pas vrai. Non, quoi. Et tu réalises le travail de marionnettiste derrière, comme Dark Crystal. Le travail au niveau des œuvres d'art, des fonds derrière les personnages qui des fois étaient peints à la main, de tous ces décors fabuleux, ces plans de caméra où on voit le gamin sur un cheval blanc courir dans des vallées fabuleuses en vue d'hélicoptère, et où derrière ils ont rajouté genre en incrustation une citadelle blanche ou des trucs comme ça. Tu te dis mais putain, mais tout l'imaginaire de la fantasy et des années 80 est là, quoi. Comment tu peux dire mais tout le monde n'en a rien à branler? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il reste des gens amoureux de ça et qui cherchent ça. Comme il y a des gens qui cherchent, je porte ça sur moi, summoning, mais il y a des gens qui cherchent l'aspect Tolkien. Cette fantaisie-là, ces jeux de rôle-là, le jeu de rôle, depuis Stranger Things aussi, est quelque chose qui est beaucoup revenu à la mode. Parce que les gens ont besoin de s'évader. Les gens ont perdu de la fantaisie à cause des années 2000. Les années 2000, au niveau de notre génération, ça a été plus des années punk rock, grunge, new metal, en termes de musique, rap, rap US, techno, technonique, etc. On n'a pas eu de vrai style, de l'émerveillement pur, même en termes de films et tout. On avait des films plus de critique sociétale qu'autre chose. Les années 80 aussi. Et les années 70 encore pire, j'imagine. Mais c'était différent. On avait moins d'émerveillement que maintenant, quoi. Maintenant, la majorité des choses qu'on voit sont pas vraies, sont faites avec du CGI, sont faites avec de l'IA. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans le FPS, l'intelligence artificielle. Est-ce que les jeux sont faits à base d'IA ou pas, pour même générer des levels, ou générer que des personnages, ou générer certaines textures qui se répètent, alors que les mecs faisaient ça à la main. Hop, je suis obligé de m'arrêter, parce que sinon je vais me faire strike. Voilà. Putain, heureusement que je l'ai capté direct. J'espère que je vais pas me faire strike par la musique. Ah, j'ai relancé ce que j'avais mis juste avant. Voilà. Putain, ça m'a fait perdre le... Pardon. Le fil de ce que je disais. Voilà. Ouais, parce que si je diffuse de la musique après sur YouTube et tout, auquel j'ai pas droit, je vais me faire défoncer et j'ai pas envie, quoi. Bref. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai bien répondu à la question qu'on m'a posée longuement, mais je pense que ça valait le coup. Sur ce, prenez soin de vous, autant que moi en ce moment. je vais aller prendre mes cachets pour la tout. Parce que depuis tout à l'heure, j'en peux plus, et surtout boire un grand verre d'eau, parce que je pense que j'en ai besoin. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment... Voilà, par exemple, la collection Doom 1, Doom 2, pour le nombre d'heures de jeu que j'y ai joué plus de quasiment, allez, 60... Alors là, il y a marqué 67 heures en tout, mais je pense que c'est largement plus. Si on compte les GZ Doom, plus les Exen et compagnie, c'est largement plus, quoi. Ça vous apportera mais des heures et des heures, des centaines d'heures de jeu, sans réfléchir, quoi. Et tout ça pour le prix de même pas 10 €. C'est rien, c'est que dalle, quoi. Les collections sont en général de l'ordre de 10-14 €, quoi. Profitez-en. Découvrir des jeux comme ça, c'est passionnant. Vraiment, quoi. Et découvrir les gens qui font ces jeux-là, c'est encore plus passionnant. Surtout si vous avez les mêmes passions que moi et que vous dites, ah putain, ça pourrait me déclencher des trucs visuellement, etc. Même de manière créative, ça pourrait m'apporter un plus, quoi. Donc voilà. Rien de plus, c'était Ricola. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis prenez soin de vous. Et merci pour les gens qui me laissent des commentaires sur les vidéos. Ça me fait plaisir. Franchement, j'aimerais que vous soyez encore plus nombreux, que j'ai encore plus de réponses
plus de gens à qui répondre, avec qui discuter, parce que ça me fait énormément plaisir quand ça arrive. C'est un plus pour moi. Ça prouve que les vidéos que je fais, elles sont pas là pour tomber dans l'oubli. Même si à la base je l'ai fait pour moi et pour garder une trace, un souvenir de ce que je fais, et y revenir de temps en temps et rigoler de mes blagues pourries. Mais quoique maintenant ça a changé avec le fait que j'ai un enfant aussi. Je devrais être plus cérébral, mais non, ça marche pas comme ça. Je devrais plus réfléchir à chacune de mes actions. Alors certaines oui, mais il y en a d'autres, non, je baisse la tête et je fonce quand même, je m'en branle. Mais maintenant, je fais aussi les vidéos pour lui, pour qu'il ait quelque chose à garder, et qu'il se dise, ah ben tu vois, peut-être que dans les années 2000, mon père, il a joué à ces jeux-là, qui étaient déjà des remakes d'anciens jeux, et il en pensait ça, ça. Qu'est-ce que moi j'en pense maintenant? Puis peut-être qu'il en aura rien à foutre. Peut-être qu'il en aura rien à branler, qu'il regardera jamais mes vidéos aussi, quoi. Parce qu'il se dira, oh putain, non, surtout pas les vidéos de mon père, surtout pas ça, quoi. Surtout pas les live streams de mon père pendant 3 heures. Oh, comme ça me casse les couilles. Mais c'est sûrement ce qu'il se dira. Parce que lui streamera peut-être de son côté aussi, ou peut-être pas. J'en sais rien. Que tu sois éboueur ou ingénieur, je t'aimerai toujours. Quoi que tu fasses, je t'aime. Mais voilà quoi, c'est... Je pense que... Voilà. Alors ça par contre c'est quelque chose d'important aussi. Et j'espère pouvoir arriver à transmettre ça à mon fils. C'est-à-dire cette... ce sentiment de vouloir... Ce sentiment d'être gardien de la culture, d'un patrimoine, et d'essayer de, autant que les gens qui le font, essayer de sauvegarder ces œuvres-là, ces jeux-là, parce que autant qu'un Rembrandt, qu'un Picasso ou qu'autre chose, ça vaut la peine d'être sauvegardé, ça vaut la peine d'être joué, d'être vécu et d'être écouté. Il faut conserver ça, il faut garder ça. Et c'est pour ça que des mecs comme, je disais tout à l'heure, Night Dive Studio, New Blood et compagnie, ont révolutionné le genre et nous apportent réellement quelque chose à nous joueurs à l'heure actuelle, parce que vraiment ça permet de conserver des œuvres comme ça. J'ai pas parlé de Wolfenstein aussi, mais... Mon Dieu, voilà. Quel amour pour Wolfenstein. Et c'est une grosse incidence aussi, Wolfenstein, sur John Romero et toute l'histoire qui va avec. Très, très sympa aussi. Parce que c'est ça qui est sympa dans ce livre. Je suis désolé d'en refaire la promo, mais... Alors, c'est pas mon but à la base, mais... C'est qu'il y a marqué en gros sur la pochette que ça parle de Doom, mais en fait, oui, ça en parle, mais ça parle de tous les autres jeux qui vont avec. Et c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas un truc qui va parler que d'une seule chose. Quand tu parles de FPS et que t'es un amoureux du fast FPS, t'es obligé de parler du reste. Parce que c'est un ensemble de choses qui font que c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Bon allez, je vous laisse. À plus. C'était Rico. Et puis, à très bientôt. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes si vous en mettez. Si vous en mettez pas, c'est pas grave, on sera pas fâchés. Et puis, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, que vous voulez discuter avec moi d'un truc ou quoi, j'aime bien faire des partenariats vidéo aussi, ou ce que j'appelais à l'époque des droits de réponse. Chacun, on se répond en vidéo sur un thème ou un sujet. Je trouve ça intéressant. Ou si vous voulez venir sur le Discord, j'ai mon Discord officiel, où on peut parler toute la journée, raconter de la merde, et s'échanger les informations sur les jeux à venir, et ou jouer tout simplement ensemble, parce que Discord sert avant tout à ça, comme Twitch selon moi, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. A plus. Ciao.